Dans cette première discussion, on va se poser pas mal de questions. C'est toujours pareil, hein, on se pose une grande question, puis on en ressort avec plein d'autres questions, c'est le jeu. Comment expliquer les conséquences sans pour autant effrayer le public? Comment inciter au passage à l'action? Comment communiquer sur ces transformations lentes? Comment montrer ce qui se fait? Comment s'emparer du rapport du GIEC? Comment communiquer vers quel public? Eh bien, pour en parler avec nous, je vais demander aux gens que je vais appeler de monter sur scène. Samuel Morin, chercheur et directeur du CNRM. Bonjour Samuel. Daniel Compagnon, professeur à Sciences Po Bordeaux, vice-président d'Acclimatera. Michel Dumoré, directeur de la rédaction nationale de France Télévisions. Et David Wilgenbus, délégué exécutif de l'Office for Climate Education, qui a été chaudement félicité tout à l'heure par Jean Jouzel. Nous excusons Marie Pochon. Oui, nous ne sommes que des hommes. Force est de constater, c'est pas terrible. Je crois qu'on ne peut pas le nier. Marie Pochon devait être parmi nous, et Marie Pochon est malade. Vous vous souvenez de l'initiatrice de l'affaire du siècle, les députés. Elle est malade et vraiment du tout dernier moment et pas bien. Si elle nous regarde, nous pensons fort à elle. Et ce n'est que partie remise. Bon, alors, on a un défi. Ça, vous l'avez tous compris. Je crois qu'on l'a tous vraiment compris. Hein. Je remets une couche dessus. Nous n'avons qu'une heure pour aborder des questions ô combien essentielles. Donc on va essayer de faire court et puis on va surtout essayer d'élargir vraiment le plus possible la conversation avec nos amis dans le public. Samuel, j'ai envie de commencer par vous. Le changement est déjà là. On l'a vu dans les présentations qu'on a eues depuis ce matin. Avec les conséquences qu'on voit bien, comment vous, Météo France, communiquez-vous sur ce qui est déjà inéluctable? Bonjour et bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de l'invitation. À l'instar de ce qui a été présenté par Valérie et par Christophe, en fait, on communique. Alors moi, je suis au centre de recherche, Météo France, au CNRM, mais en interaction permanente avec les collègues qui travaillent dans les autres directions plus opérationnelles. On communique en expliquant, en essayant de documenter de façon la plus précise ce qu'il se passe, en essayant d'être les plus rigoureux possible justement sur cette documentation-là, sur la qualification des événements météorologiques à contextualiser dans le contexte climatique. Et réciproquement, en fait, on essaie de plus en plus de faire l'aller-retour permanent entre les conditions météorologiques que l'on ressent tous les jours et les évolutions climatiques à long terme, puisque le changement climatique est déjà là et il modifie déjà aujourd'hui les conditions météorologiques. Et c'est aussi une façon de rendre plus concret, plus palpable l'évolution climatique des prochaines décennies. Par exemple, ce matin, je suis sûr que, alors je ne sais pas si vous en avez croisé, mais soit des chauffeurs de taxi, soit des chauffeurs de bus, soit je ne sais pas, peuvent dire « Ah, ils nous parlent de réchauffement climatique, mais bon, vous avez vu, il fait froid. » Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens? On en est là quand même. Ça fait partie des expressions qu'on entend effectivement dans la rue et puis sur certains médias aussi. En fait, on n'a pas d'autre choix que de rappeler le contexte, de rappeler qu'aujourd'hui on est effectivement au niveau national quelques degrés en dessous des références climatiques et que c'est un événement notable de froid qui nous touche ces jours en ce moment, mais qui est sans commune mesure avec des épisodes de froid intense qu'on a pu connaître par le passé et qui sont des épisodes qui s'amenuisent de plus en plus. Et donc, oui, on n'a pas d'autres armes à notre disposition que de présenter les courbes de température, que de présenter la qualification de ce temps-là. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est aussi dans une phase où on a un besoin d'immédiateté, en quelque sorte. C'est-à-dire que, en anticipation d'un événement météorologique, il faut déjà qualifier à quel point il s'écarte des références climatiques, à la hausse ou à la baisse. Et ça met une pression qui est compréhensible quand on voit le contexte, de qualifier toujours plus précisément et parfois en anticipation pour qu'on puisse faire la connexion météo-climat qui est si importante. En préparant cet échange, vous m'avez surpris en disant qu'il faut du conflit. La discussion, pour vous, est fondamentale. Il faut même aller jusqu'au conflit. En gros, il y a toujours quelque chose de positif qui en sort, c'est ça? Alors ça, c'est un sujet totalement différent. Et le conflit en soi, je ne pense pas qu'on le désire. Ce que je voulais dire, c'est que on est passé par plusieurs phases de prise de conscience, même si le mot est lui-même un peu délicat, sur l'évolution climatique. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'on passe par des phases de convergence, divergence en fait, entre les différents acteurs. Moi, je travaille beaucoup dans le secteur de la montagne et l'évolution climatique sur l'enneigement et les secteurs économiques qui en dépendent. Et en fait, ce qui est frappant de constater, c'est les situations où parfois tout le monde dit non, mais on est tous d'accord. Et il faut agir, bien sûr. Et en fait, ces phases-là, elles sont intéressantes. Ces phases de convergence sont intéressantes.
Mais en fait, si on s'arrête là, en général, il ne va pas se passer grand-chose derrière. Et donc, ce que j'essaie d'exprimer, c'est que quand il y a du conflit entre les parties prenantes, et que ce conflit est organisé, d'où l'intérêt des enjeux de gouvernance qui ont été rappelés aussi tout à l'heure, les enjeux climatiques qui s'imposent à nous, ils peuvent conduire à des changements assez radicaux de l'organisation de certains secteurs économiques et des modes de vie. Et ça, je ne vois pas comment ça va se faire de façon totalement fluide, en fait. Et donc, quelque part, dès lors que la gouvernance est bien organisée, dès lors que les différentes parties prenantes ont des moyens d'échanger et des moyens de confronter leurs points de vue en vue d'arriver à des arbitrages, alors, quand ça commence à gratter, quand ça commence à devoir conduire à des arbitrages, c'est là que peut-être va déboucher une évolution un peu concrète, un peu tangible. Voilà, le conflit en soi, c'est pas que je le désire, c'est que je constate que l'unanimisme en général, c'est un peu une preuve d'inaction aussi. Parce que si on est tous d'accord, c'est qu'en fait on n'a pas vraiment compris qu'il y avait un vrai problème. Il ne faut pas forcément un consensus mou, quoi. Daniel Compagnon, je le disais tout à l'heure, vous êtes professeur à Sciences Po Bordeaux et vice-président d'Acclimatera. Acclimatera, si on devait résumer en un mot, moi j'ai toujours cette fâcheuse manie de vouloir résumer, de vouloir simplifier. Pardonnez-moi, je sais que c'est pas forcément le jour. C'est un comité scientifique. Il a été créé en 2011, il s'est élargi en 2015, quand la région s'est élargie d'ailleurs, et il a produit son deuxième rapport en 2018. Et avec une intention qui était de territorialiser un peu ses connaissances à partir de ce dont on dispose à cette échelle-là, qui n'est pas forcément aussi importante que les connaissances dont on dispose à l'échelle globale. Parfois nommé par la presse GIEC régional, mais évidemment, on ne peut pas fonctionner selon les modalités strictes du GIEC, on s'en inspire seulement. Et depuis 2018, on a continué à disséminer les éléments du rapport dans des conférences dans les territoires. Alors quand je dis dans les conférences des territoires, c'est pour résumer un paquet d'initiatives qui sont très très différentes. On travaille aussi avec les rectorats, on fait participer à la semaine du climat, on fait des interventions aussi quand on peut, ciblées sur les élus des EPCI, des communautés de communes. Et on a beaucoup été sollicité en liaison avec l'élaboration des plans climat, air, énergie territoriaux, qui ont été une source évidemment d'interrogation pour les acteurs territoriaux. Ils avaient besoin de... Et c'est vrai qu'on arrive avec une étiquette scientifique. Moi, je ne suis pas un climatologue, mais l'association, puisqu'on est en association depuis 2018, est perçue comme ça. Donc, et c'est très utile à la fois pour porter un certain type de parole et à la fois et surmonter un certain nombre de réticences. Et aussi parce qu'on est très bien accueillis en tant que tel, et par conséquent, ça permet de faire passer des choses qui ne passent pas forcément par d'autres biais. Voilà. Et on voit l'importance parfois de redescendre les échelles également, de remettre un petit peu le territoire, les impacts sur le territoire. Mais quand vous regardez les politiques publiques en matière d'atténuation, en dehors de ce qui peut se faire à l'échelle européenne, si vous voulez, par le LITS et le marché des droits d'émission, ou ce qui peut se faire dans des décisions structurelles et qui est tout à fait important et qui malheureusement ne se fait pas suffisamment à l'échelle nationale, vous avez une bonne partie aussi des actions qui sont liées à des acteurs qui sont situés quelque part dans l'espace et dans le temps et qui sont souvent des acteurs territoriaux. Donc, si vous voulez pas travailler sur les émissions d'agriculture, il faut travailler avec les agriculteurs, etc. Donc, la descente en échelle paraît absolument indispensable et elle n'est qu'imparfaitement réalisée actuellement, à la fois en termes d'organisation d'action publique, de coordination d'action publique. Et de ce point de vue-là, dans l'élaboration des PCAET, les communautés de communes, notamment rurales, ont été un peu laissées livrer elles-mêmes, sans beaucoup de soutien, sauf ponctuellement d'autres acteurs territoriaux. Et d'autre part, elle est aussi indispensable au niveau des connaissances, parce que les gens, quand vous faites une conférence, ce qu'ils vous demandent, c'est pas ce qui se passe au niveau du globe, c'est ce qui se passe chez eux. Et on n'a pas forcément les informations, mais on s'efforce toujours d'essayer de décliner en tout cas les implications des connaissances qu'on a sur leur territoire. Et on se sert notamment beaucoup des éléments fournis par Météo France qui disséminent de plus en plus d'informations à cette échelle-là, c'est absolument indispensable. Et puis aussi de ce qu'on peut récolter, notamment grâce aux diagnostics qui sont faits dans le cadre de l'élaboration des PCAET. Il y a une première phase de diagnostic qui apporte énormément d'éléments sur le territoire. Et c'est là-dessus qu'on essaye de dire, ça vous concerne, c'est aussi votre problème. Et surtout, de surmonter le scepticisme qu'on rencontre sur
mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau? Et donc d'apporter ce message, ben voilà, vous avez des émissions, c'est pas forcément dramatique, surtout en milieu rural, mais vous pouvez aussi agir. Et donc d'essayer de faire ce lien finalement entre les connaissances sur territorialisées sur le climat, même si on sait que là, il faudrait prendre énormément de précautions, je dirais, sur un plan scientifique, et la possibilité d'agir, parce que ce qu'il faut absolument, c'est convaincre les gens que c'est leur affaire, quoi. Et qu'ils ne subissent pas les événements comme les sécheresses ou les incendies qu'on a eu par exemple en Gironde l'été dernier. C'est extrêmement important d'arriver à cette prise de conscience et qu'il ne soit pas quelque chose perçu uniquement comme l'injonction venant du Sud, qui est souvent le cas. Et comme une mise en action également. Voilà. Merci. On prolonge évidemment, on va prolonger la conversation. Michel Dumoret, vous êtes directeur de la rédaction nationale de France Télévisions. Alors Michel, on le voit, votre boulot n'est clairement pas simple. On l'a vu dans le grand exposé de Christophe Cassou. Comment faites-vous, Michel, pour vous servir du rapport du GIEC sans pour autant, c'est compliqué à dire, mais trop effrayer le grand public, tout en mettant du fait scientifique, en gros? Alors, moi j'ai envie de dire que c'est finalement un défi assez excitant pour nous journalistes. En effet, comment essayer de faire savoir que ce qui se passe actuellement va avoir des conséquences sur nos vies au quotidien. On parlait tout à l'heure de choix de société, c'est vrai que ça va impliquer des changements. Donc quand on a aujourd'hui ces rapports, d'abord je tiens quand même à le dire, c'est qu'aujourd'hui on les suit, ces rapports. C'est-à-dire qu'on y est présent, on est là présent aussi sur la COP au Canada sur la biodiversité. C'est quelque chose de nouveau quand même. Et c'est vrai que lorsqu'on a vu, et notamment, et je veux revenir sur les incendies de cet été, et notamment on a vu les forêts bretonnes brûler, on s'est dit « Ah, mais ça concerne vraiment tout le monde ». Donc nous, on a plusieurs défis. C'est rendre, en effet, j'allais dire, et je vais utiliser ce mot exprès, populaire ce rapport. Parce que on nous reproche souvent, nous, à la télévision, de nous adresser finalement à des gens qui vont bien, qui se portent bien, et que globalement, moi j'ai une gageure en tant que directeur de la rédaction nationale, des services publics de l'audiovisuel, c'est-à-dire de s'adresser à tous les publics. Et moi j'ai vraiment un message à faire passer, et ce message on essaie de le faire passer dans nos JT, c'est de faire en sorte de dire que ça concerne tout le monde, et que moi je veux m'adresser aussi aux classes populaires, parce qu'elles ont parfois l'impression que nous sommes un peu moralisateurs. Je parle de nous, journalistes, que finalement les scientifiques, parce que la science, c'est une science exacte, donc il faut en effet, lorsque vous me posiez la question sur comment on essaye de mettre en exergue ces rapports du GIEC, c'est de donner la parole aux scientifiques. Et donc notre gageur à nous, c'est d'essayer de ne pas culpabiliser, et de ne pas avoir des mots qui pourraient contraindre, et de dire que finalement on est tous embarqués sur le même bateau, et qu'il va falloir en effet changer de paradigme. Et du coup il faut choisir les bons mots, et avoir une communication assez positive pour que tout le monde puisse se sentir concerné, et puis illustrer. C'est ce que nous faisons, ce que nous essayons de faire. Alors moi, je salue ici évidemment les membres du GIEC que nous avons invités à plusieurs occasions à France Télévisions pour venir justement un petit peu, non pas nous évangéliser, mais d'essayer de former. Et moi, j'ai un mot qui revient souvent auprès des journalistes, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Donc, il faut en effet éduquer les journalistes. Donc, c'est ma partie. Et moi, je suis assez fier de voir qu'Anne-Sophie Lapix, par exemple, a assisté à ces formations et que du coup, elle a changé aussi son paradigme sur la manière dont on traitait les sujets. C'est-à-dire qu'on ne peut plus traiter les sujets. Vous parliez tout à l'heure de météo, en effet, d'événements neigeux qui ravit tout le monde, où il fait chaud, manger des glaces, etc. On ne peut plus le faire comme ça aujourd'hui. En tout cas, on essaie de ne plus le faire, et on a une vraie réflexion qui s'est engagée et qui s'est aussi surtout déroulée avec vous. Et je crois que ce que vous êtes venu faire à France Télévisions a infusé vraiment. Il y a vraiment une prise de conscience. Il y a l'actualité, mais il y a aussi les émissions qu'on a pu faire comme Aux Arbres Citoyens, qui a été finalement une mission assez bien suivie, qui nous a permis de récolter des fonds pour planter des arbres. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, le public est prêt à entendre tous ces messages. Est-ce que vous êtes quand même confronté à un piège au quotidien? Comment ne pas trop simplifier le discours et comment expliquer quelque chose de vraiment complexe? Jusqu'où on doit aller d'ailleurs dans l'explication? Je pense qu'on peut aller assez loin. D'abord, je pense que la parole des experts, en effet, elle est importante pour nous. Et surtout, lorsqu'on est aux 20h et quand on a tout au long de la journée été abreuvé de tas d'informations. Donc la plus-value de la fin de journée, et je parle là du 20h, c'est probablement de mettre en exergue des experts. Mais c'est aussi
aller voir ce qui se passe ailleurs, parce que il ne faut pas se tromper, il y a plein d'initiatives, que ce soit sur notre territoire européen, mais aussi en Afrique, que nous sommes allés chercher, et des gens qui ont déjà imaginé des solutions, et que globalement on pourra multiplier des colloques, on pourra dépenser plein d'argent là-dessus. Il suffit peut-être juste de se mettre un petit peu en réseau et de se rendre compte en effet qu'il y a des tas d'initiatives qui nous concernent et qui influent aussi notre quotidien et qui peuvent faire du bien. Donc c'est d'aller voir ailleurs, c'est d'être ouvert sur ce qui se fait, de ne pas masquer la réalité des choses en choisissant les beaux mots, en ne pas culpabiliser les gens. Ça, je pense que c'est vraiment une gageure et quelque chose de très important pour nous. Juste une dernière question, lorsque vous dites que vous travaillez en réseau, est-ce que vous êtes en lien également avec les autres médias à l'international, en France bien sûr, mais à l'international? On commence à le faire. Il n'y avait pas de cellule d'environnement, non, on l'appelle cellule impact environnement à France Télévisions, elle est une nouvelle. Et donc on essaie de travailler avec nos partenaires de Radio France, par exemple, autre service public de l'information, et on monte déjà des réunions communes, des sessions de formation communes, ce qui est déjà très nouveau pour nous. Et après, on regarde un petit peu ce qui se dit, ce que les réseaux aussi qui sont sur ces sujets-là nous disent, et on fait venir aussi des ONG, des associations qui viennent nous critiquer, nous challenger, nous remettre un petit peu en question. Et donc c'est pour ça très important qu'on soit ouvert aussi à tous ces professionnels qui travaillent sur ces questions-là. Merci Michel. David Wilgenbus, alors délégué exécutif de l'Office for Climate Education. Sinon vous avez un micro ici, ouais, a priori vous avez chacun le... On essaye de bien faire les choses. David, vous portez beaucoup de choses sur les épaules. Un point important, qu'est-ce que vous pensez de cette tendance à faire reposer pratiquement tout sur les enseignants, sur l'éducation nationale? Et moi le premier, je dis pourquoi on n'y apprend pas le brevet de secourisme, le permis de conduire, une sensibilisation plus à tout ce qui se passe à travers le monde, et puis un peu de maths, un peu de français, etc. bien sûr. Oui, moi le premier également, puisque ça fait 15 ans que je fais du lobbying auprès de l'éducation nationale pour mettre un peu plus de climat dans les programmes scolaires, etc. Donc je fais partie de ces personnes qui chargent la barque, on va dire, pour la bonne cause, puisqu'on considère que la cause climatique mérite d'être enseignée, compte tenu de l'importance de l'enjeu. Mais c'est vrai que c'est un problème. C'est un problème au sens où, dès que la société fait face à un enjeu, elle attend de l'école de résoudre cet enjeu. Aujourd'hui, on compte sur les enseignants pour l'éducation à la citoyenneté, à la santé, à la sexualité, au développement durable, la laïcité, le vivre ensemble, etc. Et maintenant le climat, ce qui est très bien. Et d'ailleurs, on voit que la plupart des enseignants, une très grande majorité des enseignants aujourd'hui, souhaitent prodiguer cet enseignement sur le changement climatique et sont plus en demande de comment faire finalement. Mais il faut garder en tête l'ensemble des pressions qui pèsent sur leurs épaules et des contraintes qui sont les leurs, parce qu'en fait on leur demande beaucoup. Donc il faut avoir ça en tête et essayer de les accompagner au mieux. Et comment on fait à l'école pour éviter de trop charger la barque mentale des enfants, pas forcément trop développer cette éco-anxiété qu'ils pourraient avoir fatalement, tout en leur racontant le monde qui les entoure quand même. Oui, ça c'est un des enjeux importants et un enjeu assez récent finalement. Il y a encore 10 ans, ces questions ne se posaient pas parce que justement on ne traitait pas la question. Et un aspect important à avoir en tête, c'est que aucun enfant, en tout cas en France, n'apprend que le climat se réchauffe en classe. Ils le savent tous. C'est pas leur maîtresse ou leur maître ou leur prof au collège qui leur apprend que le climat se réchauffe. Tous le savent parce qu'ils y sont confrontés par les médias, par les réseaux sociaux, etc. Souvent, c'est de moins en moins le cas, heureusement, on vient de l'entendre là, mais souvent ça a été fait avec une approche purement émotionnelle, avec des discours aussi souvent catastrophistes, parce que portés aussi par un discours militant, donc qui a tendance à forcer un peu le trait, etc. Et du coup se développe cette éco-anxiété qui est très manifeste chez les enfants et encore plus chez les adolescents. Et alors pour essayer de traiter le thème du climat sans contribuer à cette éco-anxiété, voire en essayant de la réduire un petit peu, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'il faut se baser sur la science. Et donc pour nous, les rapports du GIEC
C'est vraiment le socle sur lequel on construit tout, parce que c'est l'état de l'art. Dans les rapports du GIEC, on l'a encore entendu ce matin avec l'intervention de Valérie puis celle de Christophe, il n'y a pas de le monde va s'effondrer après-demain, c'est catastrophique, il n'y a pas l'horloge de l'apocalypse que Christophe évoquait tout à l'heure, tout sera perdu dans 2 ans si on n'agit pas maintenant, etc. Il n'y a pas ça dans ces rapports du GIEC, et donc déjà de se baser sur ce que dit la science, c'est déjà en soi un aspect important. Un autre aspect, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'apprendre des faits scientifiques, mais aussi d'apprendre comment la science se construit. Et donc, nous, on met beaucoup l'accent sur la façon d'enseigner la science, avec la démarche d'investigation, essayer de reproduire cette démarche de recherche, distinguer ce que c'est qu'une opinion personnelle et ce que c'est qu'un fait scientifique, comment ça se construit. Dans l'approche pédagogie active, il y a une dimension aussi qui est importante, c'est la pédagogie de projet. Une façon de lutter contre l'éco-anxiété, c'est de faire prendre conscience aux élèves, même tout jeunes, dès l'école primaire, que en fait, l'avenir n'est pas déjà écrit, il y a des scénarios possibles pour le futur, on l'a vu tout à l'heure, et en fait, on peut agir, tous, chacun à notre niveau, et la meilleure façon de se persuader qu'on peut agir, c'est d'agir. Et donc, encourager les écoles à mettre en place des projets, mais des projets modestes, qu'il s'agisse d'adaptation, d'atténuation, etc., ça fait partie de tout ça. Et enfin, je dirais un dernier aspect, c'est de ne pas focaliser ce discours sur l'angle uniquement scientifique et de prendre en compte les humanités, on va dire, et en particulier les disciplines artistiques. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on a besoin, chez les enfants et chez les adolescents, de construire des récits, et des récits qui soient désirables. On a besoin que ces enfants ont besoin de pouvoir se projeter positivement vers l'avenir. Aujourd'hui, il n'y a pas tellement de figures emblématiques à laquelle s'identifier. Enfin, en général, les personnes auxquelles ils s'identifient, les grands sportifs, les chanteurs, etc., ils ont plutôt un train de vie exubérant, dans l'ultra-consommation, etc. On a besoin que la sobriété devienne un désir un peu désirable, et ça passe par du récit. Et donc, l'enseignement des sciences, c'est vraiment le socle sur lequel on va construire cette éducation au climat, mais il faut le faire en associant tous les aspects, y compris les disciplines artistiques en particulier. Merci David. Je vous invite à poser des questions sur l'appli. Donc vous avez tout scanné, évidemment, à l'accueil. Vous avez des tas de petits QR codes, vous les avez flashés, et là-dessus vous pouvez poser des questions. Et vous qui nous regardez en ligne, eh bien, c'est à côté de l'écran. Voilà, vous avez votre petit outil pour poser des questions. J'ai une première question de Nicolas, une question pour Daniel Compagnon. Combien y a-t-il de GIEC régionaux, comme en Nouvelle-Aquitaine, et comment démontrer alors il met bien des guillemets, donc je les reproduis, leur validité scientifique? Donc, moi je refuse d'utiliser le terme GIEC régionaux, même entre guillemets. Oui. D'abord parce que ces structures sont souvent associatives et d'organisations différentes, avec des modes de financement différents. Donc actuellement, il y en a de plus en plus, il y en a qui émergent pratiquement chaque trimestre, peut-être pas chaque mois quand même. Et donc c'est difficile de les dénombrer toutes, mais d'autant qu'on n'est pas certain même si on a des rencontres régulières, que tous fonctionnent selon les mêmes principes. Donc c'est en train de se décanter pour savoir si on peut adopter une charte commune avec des principes de fonctionnement. Bon. Certains, par exemple, sont sollicités pour produire des études. Certains peuvent se financer à travers ce type de sollicitation. Nous, à Climaterra, on a toujours refusé d'être payés pour nos prestations, quelles qu'elles soient, parce qu'on veut absolument maintenir ce statut de comité scientifique distinct d'un bureau d'études. Ça répond exactement à ce que tout à l'heure on nous expliquait sur l'importance de ne pas mêler les statuts. Parce que ça, voilà. Donc, et quant à la rigueur scientifique, évidemment, c'est constitué de scientifiques. Donc, chacun d'entre eux, moi je fais procès d'intention à personne, chacun d'entre eux a le souci de s'abreuver aux bonnes sources et d'utiliser dans la limite de ses compétences les informations disponibles sur le plan scientifique. Les travaux, il existe dans certaines régions des travaux à l'échelle régionale qui n'existent pas dans toute région. Et quand on dispose de données à l'échelle régionale, elles ne sont pas forcément transposables. Donc il y a de toute façon,
une part de travail de mise en forme et d'analyse qui est très importante. Je ne pense pas que ce soit la question de la rigueur scientifique qui soit la principal problème à surmonter pour ces comités régionaux. Je pense qu'il y a des problèmes plutôt de savoir quel est le rôle qu'ils doivent jouer. Ils entretiennent des relations avec... alors nous, on a la chance à Climatera d'être une danseuse du président. Il nous finance bien depuis des années. Mais il s'en sert après quand même? Il s'en sert pour légitimer sa feuille de route Néo-Terrain, sa politique régionale. Mais bon, nous, il n'est jamais intervenu dans la rédaction de nos rapports, même quand on critique des projets soutenus par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, nous, ça nous va. Il fait sa pub avec, c'est pas gênant. Après tout, il faut bien que ça serve à quelque chose. Mais on a une certaine écoute. Après, je dirais pas que ça se traduit de façon mécanique ou évidente dans le contenu des politiques publiques. Mais on a quand même une certaine écoute. Il y a des relations assez fortes. Et chacun de ces groupes régionaux a des relations avec les décideurs politiques locaux qui sont de nature différente. Il y a des régions où c'est, je dirais, beaucoup plus tendu. Je ne citerai pas d'exemple pour pas nuire à mes camarades. Oui, on peut laisser un petit silence se faire, ou Michel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'autrefois, et ça me fait penser à ce que Christophe disait tout à l'heure, quand il a croisé un député qui lui a tapé sur le ventre en disant « NUPS alors ?» Alors je vous dis tout de suite, on n'est pas tout NUPS aussi non plus à France Télévisions, on a toutes les couleurs politiques. C'est qu'aujourd'hui, ces thématiques-là sont aussi prises à droite. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de dire que c'était plutôt la gauche qui prenait un petit peu tous ces sujets à bras-le-corps. Aujourd'hui, c'est quand même, on peut considérer, alors de façon différente, hein, je ne dis pas que tout le monde a les mêmes propositions et que tout le monde est au même niveau de connaissance et au niveau de proposition, mais en tout cas, c'est que c'est devenu un peu moins politique. Enfin, en tout cas, c'est partagé par plus de politiques que de la gauche. Bon. Je dirais que plus on descend en échelle, c'est-à-dire plus on va vers des collectivités locales, notamment dans les questions rurales, plus cette histoire de clivage droite-gauche n'est pas pertinent. Parce qu'on a surtout des élus qui ont un déficit d'information et qui du coup ne se rendent pas compte nécessairement des enjeux. Alors ils ne veulent pas y aller aussi parce qu'il y a d'autres priorités à l'échelon local. Hein. Donc arriver à leur dire c'est aussi votre affaire. Une fois par exemple le président d'une toute petite collectivité de communes qui fait un PCAET volontaire, donc qui sont en dessous de 20 000 habitants, il a rusé, en fait, il a fait une session extraordinaire de son conseil de communauté. Et il avait mis à l'agenda des motions à voter où il y avait des distributions d'argent, la première demi-heure. Et après, il a fermé la porte, il a dit maintenant, vous écoutez le professeur Compagnon qui va vous parler du changement climatique. Et ils les ont obligés à rester jusqu'à la fin, parce que sinon, ils se doutaient que s'ils faisaient une session pour parler du changement climatique, il n'y aurait pas grand monde. Donc voilà, c'est pour montrer que faire entrer ceci dans les préoccupations des élus locaux, c'est pas toujours simple. Mais là, je pense pas que ce soit ces clivages droite-gauche qui soient très pertinents, même si on trouve, on trouve des gens qui sont fermés à ça, un peu de tous les côtés de l'échiquier. Évidemment, il y a certaines extrêmes qui sont particulièrement prédisposées. Là encore, je ne citerai personne. Mais votre exemple laisse quand même un petit peu songeur, oui. Une question de Jean-Louis en ligne. Si on inculquait le terme changement climatique plutôt que réchauffement, ça aiderait à sortir des réflexions du chauffeur de bus rapporté. On ne stigmatise pas une profession. D'ailleurs, le chauffeur de bus parle assez peu. Ouais, il y a des... Samuel, oui, du coup, je me tourne vers vous. Tout comme les chauffeurs de train. Ouais. En tout cas, on ne peut pas leur parler directement. Comment dire ? C'est vrai qu'il y a parfois un débat, et même entre nous, entre scientifiques, sur est-ce qu'il faut parler de changement, est-ce qu'il faut parler de dérèglement, est-ce qu'il faut parler de réchauffement. Il y a des arguments pour et contre chacun de ces termes. Je ne pense pas que je sois habilité à trancher ça ici. Quand on parle de réchauffement, l'avantage, c'est qu'on explicite le caractère énergétique de la chose et on explicite le caractère du principal symptôme qu'on constate, c'est-à-dire ce réchauffement de température au niveau planétaire, au niveau régional. Donc il n'y a pas de problème à utiliser ce terme-là, même si, comme vous venez de le dire, effectivement, dans les situations où il fait un petit peu plus froid que d'habitude, on a l'impression que ça remet en cause, enfin pour certains, tout ce qu'on a accumulé comme connaissance depuis plusieurs siècles.
En fait, c'est plutôt ça qu'il faudrait questionner comme mécanisme mental. Voilà, quand on parle de changement, on inclut plus généralement le fait que c'est pas juste une augmentation de température, que ça a des effets sur le cycle de l'eau, sur les phénomènes extrêmes, y compris de précipitation, sur d'autres composantes. Mais ça a aussi été critiqué comme terme en disant finalement un changement, c'est parfois vu comme quelque chose de positif. Et donc le changement climatique en soi, il embarque des valeurs qui peuvent donner l'impression que oui, ça a toujours changé, alors pourquoi pas. Ouais. Voilà. Et par contre, le dérèglement, c'est un terme qui me gêne et je ne suis pas le seul que ça gêne, parce que ça donne l'impression, et Valérie en parle parfois, et puis ça figure aussi dans les conclusions du Haut Conseil pour le climat, ça fait l'impression que quelqu'un s'est un jour occupé d'un réglage, et qu'il y a un dérèglement par rapport à ce réglage qui aurait été fait une bonne fois pour toutes. Et en fait, non, à ma connaissance, il n'y a personne qui est chargé de régler le système climatique. Et donc, quand on parle de dérèglement, c'est une façon imagée. C'est une façon imagée de montrer qu'il y a des choses qui se passent plus comme avant. Ouais. Mais pour autant, les lois de la physique ne sont pas violées par le fait que le climat change. Donc, il n'y a pas de dérèglement, il n'y a pas de nouvelle physique, il n'y a pas de nouveaux processus qui n'auraient jamais eu lieu. C'est juste, ils se produisent dans une atmosphère plus chaude, dans un océan plus chaud, dans des surfaces continentales qui sont soumises à des stress différents. Et donc le réglage n'est pas différent. Mais par contre, les conséquences pour nos vies et pour les écosystèmes le sont. Voilà. Donc sur ces trois termes, une façon peut-être de s'en sortir, c'est d'utiliser alternativement un peu les trois en fonction des contextes pour aussi susciter de l'attention quelque part. Michel, on vous pose une question. Enfin, je crois qu'elle est pour vous. Une question de Yannick. Lors de la dernière campagne présidentielle, le climat était un sujet de forte attente citoyenne et il a été peu présent dans les débats. Les journalistes l'ont souvent mis sur la table, mais n'aurait-il pas fallu aller plus loin pour forcer le traitement du sujet par les candidats ? On peut toujours faire mieux, et je prends évidemment cette critique aussi pour moi, parce que j'étais en charge de cette élection présidentielle à ma place. Si, probablement qu'on aurait pu faire encore plus. On a quand même fait mieux que lors de la dernière présidentielle. Donc on s'améliore, nous-mêmes on s'améliore, les politiques sont en train de s'améliorer, donc j'imagine bien que pour la prochaine, ça sera vraiment un sujet d'actualité. Ce que je veux dire par là, c'est que certes il y avait cette élection présidentielle, mais voilà, on a compris aujourd'hui que tout ça nous concernait au quotidien et qu'il va falloir qu'on en parle quasiment au quotidien. Et voilà, moi ce que j'essaye de faire, ce que nous essayons de faire, en tout cas, France Télévisions, c'est d'en parler tout au long de l'année. Et ça, pour nous, c'est très important. Et tout à l'heure, il y avait un slide qui disait comment on peut faire le lien entre la météo et le climat et le réchauffement climatique. Nous, on le fait aujourd'hui, la météo, les bulletins météo. Et il faut savoir, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a aussi une responsabilité importante. Aujourd'hui, la météo, c'est vu sur France 2 avec entre 5 et 5,5 millions de téléspectateurs. Donc, c'est un moment évidemment important pour nous pour délivrer des messages. Donc, on a amorcé déjà une évolution assez fondamentale sur nos bulletins météo. On essaie de les rendre plus en conformité avec ce qui se passe dans notre monde en surchauffe, et on va globalement investir dans les mois prochains, et à partir du mois de février, on va rallonger les bulletins météo, ce qu'on appelle les bulletins météo, qui vont devenir en fait des programmes météo, mais qui vont donner des nouvelles de la Terre et du climat. Et donc on va rallonger ces durées-là. On va, moi je vais y mettre un rédacteur en chef, on va mettre une équipe pour essayer de faire en sorte que, la journaliste qui est présente de la météo, elle va présenter aussi ce qui se passe en termes de réchauffement climatique, mais aussi en termes de bonnes initiatives. C'est-à-dire que sans non plus là être moralisateur, c'est quelques gestes éco-citoyens qu'on peut aussi tous reprendre à notre main et qui feront en sorte que, avec tout ça, on arrivera peut-être tous ensemble à faire évoluer les choses. Donc oui, on n'a pas forcément été les meilleurs, nous les politiques et nous les journalistes sur cette dernière campagne présidentielle, mais je crois que c'est devenu maintenant un sujet d'actualité qui est extrêmement vraiment pris par nous et aussi par les jeunes. Et moi je veux insister là-dessus parce que vous savez que France Télévisions et la moyenne d'âge d'un JT aujourd'hui, notamment à 20h, c'est presque 60 ans de moyenne d'âge, et que donc notre obligation, nous, de service public, c'est de s'adresser à tous les publics, et qu'on est assez impressionné par l'impact que peuvent avoir ces sujets sur le numérique chez nous. On a sorti, notamment dans le cadre de la COP sur la biodiversité, toutes les espèces qui étaient menacées aujourd'hui, et on voit par rapport au profil des internautes qui viennent nous voir, c'est vraiment beaucoup les jeunes. Donc les jeunes se sont emparés aussi de ces sujets-là, et ça c'est plutôt aussi quelque chose de réconfortant. C'est toujours très compliqué d'avoir un journaliste dans une table ronde parce que vous répondez déjà à d'autres questions qui vont être posées. Quelle est la prise en compte du public jeune dans vos actions de communication autour des messages du GIEC ?
C'est une question de haut boupé. Alors vous y avez répondu, mais peut-être que Daniel Compagnon, le public jeune, dans les rencontres, les conférences à Climatera. Oui, alors quand on fait des interventions dans les territoires, on essaie de coupler ça avec des interventions dans les établissements scolaires. Donc on a fait différentes formules, depuis l'école primaire jusqu'à la terminale. Hein. Et on a aussi une version à Climat Campus, où on fait dans des écoles d'ingénieurs, il y a beaucoup plus de demandes dans les écoles d'ingénieurs. Donc avec une animation, c'est pas une conférence. En fait, ce sont dans la version à Climat Campus, ce sont les jeunes qui travaillent, alors c'est toujours sur la base du volontariat, bien sûr, qui travaillent sur les chapitres du rapport de 2018. Le problème, c'est que maintenant, notre rapport, il commence à vieillir, puisqu'il était tributaire des rapports précédents du GIEC, évidemment. Et il les résume, il les analyse, il en tire des questions, et ensuite, ça donne lieu à un débat avec des responsables de la rédaction de ces rapports. Enfin, et on arrive à avoir comme ça une petite animation assez et puis il y a un côté festif toujours, bien sûr. Voilà. Et donc on fait ça dans les établissements scolaires. C'est en général un lien avec les enseignants, donc c'est beaucoup plus à la fois plus varié et en même temps ça s'intègre dans un cadre scolaire quand même. Il faut bien dire. Et vous, comme professeur à Sciences Po, vous voyez vraiment vous avez vu émerger ces dernières années une prise de conscience ou au moins une appétence pour tous ces sujets de la part des étudiants, bien sûr? Alors, oui, il y a une demande, hein, notamment on a eu des demandes, comme dans d'autres universités, hein, à la suite des rapports qu'avait dirigé Jean Jouzel, notamment, on a eu une demande croissante des étudiants d'introduire des enseignements sur cette question. Et paradoxalement, à Sciences Po Bordeaux, on n'est pas forcément, par rapport à d'autres écoles, le lieu où il y a le plus d'intérêt pour ces questions-là, je dirais. C'est peut-être lié à notre recrutement ou à l'orientation, à ce qui est perçu comme étant les débouchés. Mais il y a quand même une demande croissante, et donc on est engagé dans un plan de transition écologique de l'établissement qui comporte d'autres volets, mais aussi qui a une partie enseignement sur ces questions. La difficulté, c'est celle que on mentionnait tout à l'heure, enfin que vous mentionnez, c'était comment ajouter ça à ce qu'on considérait être comme le cœur de l'enseignement auparavant. Le corpus, oui. Est-ce qu'on est dans l'accumulation, l'empilement, ou est-ce qu'on est dans l'intégration? Ça, à ce moment-là, ça devient plus délicat. Merci Daniel Compagnon. Samuel Morin, sur les jeunes. Sur ce point, pour les jeunes, je pense qu'en plus, personne de France Télévisions a tout dit sur l'âge moyen des gens du JT à 20h. Et donc tout l'enjeu, c'est ça, il faut continuer de s'adresser à tout le monde, donc y compris les plus âgés d'entre nous, bien sûr, et puis les décideurs qui sont tous d'un âge un peu plus avancé que ceux que les plus jeunes. À la dernière réunion des directions d'unités de laboratoire du CNRS dans le domaine des sciences de l'univers, on a eu une session pour discuter de communication scientifique, et on y réfléchit parce que c'est un sujet qui est important. Mais quand j'ai dit pourquoi on ne va pas sur TikTok, en fait, il y a tout un tas de collègues autour de moi qui étaient un peu médusés, en fait, parce que, en fait, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Des fois, on s'interroge sur est-ce qu'il faut le faire, comment le faire, et en fait, ça demande des relais supplémentaires. Alors, il y a des collaborations, il y a des initiatives, des partenariats avec des influenceurs, on appelle ça comme on veut, ou des médias alternatifs qui permettent de toucher des populations qui sont aujourd'hui pas touchées. Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec le fait qu'aujourd'hui, tous les étudiants, tous les élèves du primaire ou du collège sont au courant qu'il y a un changement climatique. Je n'en suis pas complètement convaincu. Mais ce serait super. Mais je pense qu'il y a besoin d'aller plus loin. Et vraiment, je pense qu'il faut qu'on expérimente davantage dans un premier temps, et puis ensuite qu'on développe des partenariats ou qu'on développe des méthodes pour aller toucher un public beaucoup plus large. Mais une des difficultés, malgré tout, c'est que comme il ne faut pas arrêter non plus de communiquer par les canaux qui sont déjà traditionnels, ça veut dire qu'on y passe plus de temps. Et le nombre de chercheurs étant pas extensible à l'heure actuelle, eh bien, c'est une place de plus en plus importante qui est prise. Ceux qui sont ici aujourd'hui en sont convaincus, sinon on ne serait pas là. Mais on a tout aussi un défi d'embarquer avec nous les autres collègues de nos laboratoires pour donner du sens à cette action de communication vers tous les publics, y compris les doctorants, les doctorantes. C'est des populations dans le laboratoire qu'on essaie d'impliquer davantage aussi dans cette communication, parce qu'eux appartiennent aussi à des générations qui ont d'autres codes de communication. Et donc il y a toute une démarche à faire pour amplifier cette communication-là. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça se fait aujourd'hui en plus de tout le reste.
Et donc ça questionne aussi la façon dont on s'organise globalement pour faire nos activités de recherche, en incluant toutes ces activités de formation, de communication, en plus de tout ce qu'on a l'habitude de faire et qui fait partie de notre métier de base. Oui, il ne faut pas oublier que le chercheur a quand même un métier. La communication et le porter à connaissance fait partie de son métier, mais c'était une portion qui était assez congrue et, il y a encore quelques années, oui, et qui a tendance à prendre de plus en plus de place, et donc ça questionne la répartition des tâches et plus globalement la question de la charge mentale aussi pour les chercheurs qui travaillent sur ce sujet, qui sont sollicités quotidiennement, voire plusieurs fois par jour, pour aller intervenir ici ou là, ou qui veulent être proactifs, mais après tout ça a un coût en termes de temps. Une réaction peut-être... Oui, je rebondis là-dessus parce que c'est la raison pour laquelle la communauté scientifique, Météo France, l'IRD, Institut Pierre-Simon Laplace, a créé, il y a 5 ans, l'Office for Climate Education, qui se veut un trait d'union finalement entre ces chercheurs qui veulent agir dans le domaine de la communication, en ce qui nous concerne de l'éducation, mais qui veulent aller au-delà de simplement aller visiter l'école de sa fille, etc., aller passer 2 heures par-ci, par-là, qui veulent être plus impactants. Donc nous, on travaille vraiment, on se veut vraiment un trait d'union entre le monde de l'enseignement et le monde de la recherche. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur est-ce que les enfants savent aujourd'hui que le climat se réchauffe, etc. Évidemment, je force un peu le trait, mais tous ont entendu parler de changement climatique en France. Hein. C'est pas forcément le cas dans des pays en développement. Nous, on travaille dans une trentaine de pays, mais en France, il y a quand même un enjeu. C'est-à-dire, même si tous ont entendu parler de réchauffement climatique, pour beaucoup, il s'agit d'une opinion et d'un positionnement presque politique et pas d'un fait établi. Et même pour ceux qui considèrent que c'est un fait établi, le fait de savoir que le climat se réchauffe, ça ne veut pas dire qu'on sait pourquoi il se réchauffe, comment il se réchauffe, quels sont les impacts, etc., les mécanismes. Et du coup, il y a un réel besoin d'éducation, même sur ce public-là, et presque surtout sur ce public-là. Savoir quelque chose sans le comprendre, c'est pas très utile. Est-ce qu'on peut dire juste un mot sur les éco-délégués? Parce que les éco-délégués, c'est assez nouveau. Ça a quelques années, en gros. Ouais. Des délégués pour sensibiliser leurs camarades. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui reposent sur leurs frêles épaules et que finalement, ils sont assez peu accompagnés? Oui, moi, personnellement, je porte un regard relativement critique, non pas sur les éco-délégués qui font ce qu'ils peuvent, mais sur le dispositif en lui-même, qui, à mon avis, a été plus une réponse politique qu'une réponse éducative. C'est-à-dire que face au soulèvement de la jeunesse, on l'a vu juste avant le Covid, avec les mouvements portés par Greta Thunberg et compagnie, le ministère de l'Éducation s'est vu en demeure, ça a été mis en demeure de faire quelque chose, et vous avez le choix, en fait. Soit vous dites, OK, il faut former les profs, et il y a 1 million de profs à former, on estime que sur ces thématiques-là, il faut une 50aine d'heures de formation pour bien maîtriser les contenus et les démarches qui vont derrière. Donc soit vous déployez 50 millions d'heures de formation, soit vous dites, dans chaque établissement, on va élire deux gamins qui vont représenter les autres et qui vont parler de développement durable. Et donc vous avez un dispositif très coûteux, probablement impactant, mais très coûteux d'un côté, et puis un autre, un truc très visible qui fait plaisir et qu'on peut déployer dès le lendemain. Et c'est ça qui a été choisi. Aujourd'hui, donc ces pauvres éco-délégués, moi j'ai beaucoup de sympathie. Ma propre fille est éco-déléguée dans son collège. Mais justement, elle fait partie, et on a beaucoup de retours de ça, elle fait partie des gens relativement frustrés par ça. C'est-à-dire on leur a donné un rôle, en disant tu vas renverser la table, grâce à toi tu vas embarquer tout le monde, mais en fait, dans la plupart des établissements, on n'attend rien. Quand je dis on, c'est l'établissement en elle-même. L'établissement n'attend rien des éco-délégués, donc ils n'ont pas vraiment de pouvoir d'action, etc. On leur a donné un rôle, un peu une tribune, mais leur pouvoir d'agir est pas très important. Donc pour beaucoup, c'est plus une frustration qu'un, je sais pas comment dire, un empowerment, quoi. Enfin, une montée en capacité. Donc, moi, je ne considérerais pas que ce dispositif, c'est ça qui résout la question éducative en France, quoi. J'avais une question là qui était très longue, mais que je voulais résumer. Oui, merci pour ces éclairages à tous. Le dérèglement climatique est une très belle, le réchauffement climatique est une très belle occasion de faire valoir les études pluridisciplinaires. Et là, je vais laisser toutes les autres lignes de la question. Mais en gros, est-ce que c'est pas une super opportunité à l'école, à l'université, partout, en gros, pour que toutes les disciplines se croisent, se parlent tout le temps en salle des profs? Est-ce qu'on parle pas de ça, quoi?
Je veux bien rapidement. Oui, bien sûr, c'est une excellente opportunité de le faire, mais c'est aussi la plus grande difficulté finalement auquel on se confronte. À l'école primaire, là où c'est beaucoup plus facile d'enseigner le climat parce que vous avez un prof unique qui fait tout et donc forcément faire des liens entre les disciplines, c'est naturel. Malheureusement, dans les programmes de l'école primaire, il n'y a quasiment rien sur le climat. Et là où on commence à avoir des contenus sur le climat, c'est au secondaire, collège et surtout lycée. Et c'est là que le cloisonnement entre les disciplines est plus fort, c'est là que c'est le plus difficile. Donc travailler sur le climat, mettre en place des projets, dans cette démarche justement de projets qu'engage l'établissement, etc., c'est une bonne façon de faire du lien, mais c'est difficile. Sauf qu'au lycée, on a déjà choisi son orientation. On a déjà choisi si on veut plus faire de sciences, on fait plus de sciences. Tout à fait. Donc c'est pour ça que la plupart des projets qu'on voit, ils sont plutôt au collège, parce qu'on a à la fois des ados qui, à cet âge-là, ont envie de s'engager. On a des établissements, même s'il y a le cloisonnement disciplinaire, dans lequel il n'est pas encore trop difficile de mettre en place des projets, parce qu'il n'y a pas la pression du bac, etc. derrière. Donc c'est au collège qu'il se passe le plus de choses. Et je trouve que c'est dommage, parce que l'école, on l'a un peu oublié. Dans d'autres pays dans lesquels les programmes scolaires sont plus ambitieux à l'école primaire, on voit des projets vraiment extraordinaires dès les petites classes en fait. Alors pas au CP, c'est trop tôt pour parler de changement climatique, il vaut mieux parler de choses plus concrètes comme la biodiversité, etc. Mais en fin d'école primaire, le cycle 3, on peut faire beaucoup de choses très intéressantes. Merci David. Daniel Compagnon, peut-être une réaction là-dessus. Est-ce que les enseignants, les professeurs se parlent plus, croisent un peu leur... C'est assez difficile, en fait, quand on intervient dans un établissement, de changer l'organisation de l'année scolaire. Déjà, le fait d'intervenir à une certaine période par rapport au plan de travail que les enseignants ont établi, c'est compliqué. Moi, une fois dans un établissement, j'avais fait une intervention. C'était à l'époque, il y avait encore des sections scientifiques, des bacs scientifiques et des bacs économiques. J'avais fait, en fait, 2 classes de terminale, l'une qui était en scientifique, l'autre qui était en économie. Et donc j'avais fait 2 présentations orientées différemment, mais ça avait été impossible de vraiment articuler ça avec l'enseignant. Donc ils étaient venus un peu en consommateur, et tout ça en 55 minutes, questions comprises. Donc voilà, il faut se plier à des contraintes qui sont relativement lourdes en termes de contenu, et c'est assez compliqué d'entrer dans ce système. Il faudrait vraiment, il faudrait que c'est pour ça que on essaie de travailler avec le rectorat pour faire du transfert, et que ce soit les enseignants qui gèrent ça, mais c'est très compliqué en fait. On n'arrive pas à descendre. La dernière fois qu'on a signé une convention avec le rectorat, et la convention est restée lettre morte. Donc, Samuel Borin, vous êtes emparé du micro, vous voulez rebondir. Oui, parce que ça joue aussi ces questions d'interdisciplinarité ou de transdisciplinarité, c'est-à-dire quand on fait de la recherche avec des acteurs hors du cercle académique, c'est non seulement une opportunité, mais c'est absolument indispensable. En fait, on n'arrivera pas à progresser dans notre compréhension de l'évolution du climat, de ses impacts, des risques et des solutions, si on ne travaille pas plus étroitement entre disciplines scientifiques. Et c'est un défi qui nous est posé tous les jours dans nos laboratoires, c'est-à-dire comment conserver un socle scientifique robuste dans nos disciplines de spécialité, parce qu'on ne va pas arrêter demain de développer les modèles de climat, par exemple, pour ce qui me concerne. On a besoin de faire progresser la construction des modèles de climat et des processus atmosphériques, océaniques, de surface continentale, donc on a besoin de progresser là-dessus. Mais en parallèle, on a la nécessité impérieuse de travailler beaucoup plus étroitement avec d'autres disciplines académiques, et puis avec des acteurs hors de la sphère académique, pour aller vers des études d'impact plus crédibles, plus réalistes, qui amènent vers les services climatiques, c'est-à-dire comment on apporte une information qui peut permettre de prendre des décisions. Et quelque part, le GIEC, c'est un peu un service climatique à l'échelle de l'ensemble des pays du monde, en tout cas ceux qui participent au COP, etc. Il y a toute la déclinaison locale, ce qui permet de prendre des décisions, et sectorielle, c'est important, mais ça ne se fait que quand on met en discussion la construction des savoirs et la construction des connaissances de façon inter- et transdisciplinaire. Et donc ça, c'est un autre défi en fait pour les chercheurs aujourd'hui, qui pour beaucoup ont été habitués à tracer un sillon disciplinaire très ambitieux et indispensable, de diversifier leur collaboration tout en continuant d'être bien évalués, de continuant d'être productifs, etc. Et de ne pas avoir l'impression de lâcher leur discipline dans laquelle ils sont relativement confortables avec des défis scientifiques, et aller prendre des risques à travailler de façon plus originale avec d'autres communautés. Mais encore une fois, c'est absolument indispensable, on n'a pas le choix, il faut le faire. Mais par contre, il faut s'organiser pour que ça ne se fasse pas au détriment de l'amélioration des connaissances
disciplinaires qui sous-tendent tout ça. Merci Samuel. Une toute dernière question, elle sera pour Michel Dumoré. Comment évaluez-vous à France Télévisions le volume d'informations liées au changement climatique et dans lesquelles vous donnez la parole aux scientifiques ? Alors on peut l'évaluer si on prend les conducteurs et si on fait la somme de tous les sujets qu'on a pu traiter de cette manière-là. Mais en fait, on veille sur nous. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est qu'il y a pas mal d'aujourd'hui d'associations et d'ONG qui nous surveillent au plus près et qui nous régulièrement nous tensent, souvent, sur le fait qu'on n'en fait pas assez. Et donc, croyez-moi que si on ne le faisait pas, il y en a d'autres qui le font. Et c'est plutôt intéressant parce qu'on reste du coup en éveil. Alors, c'est vrai que par rapport au calcul qu'on a pu faire il y a 4-5 ans, aujourd'hui, on note quand même une très nette augmentation des sujets liés à ce qui est donc du réchauffement climatique. Aujourd'hui, par exemple, on n'hésite plus à ouvrir aux 20h avec un sujet qui est lié justement au réchauffement climatique ou dérèglement climatique, c'est comme on veut. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Vous savez qu'on a des outils qui nous permettent à la seconde près de voir si le public est intéressé par le sujet ou pas. Et là, globalement, on s'est rendu compte qu'il y avait même une courbe ascendante sur ces sujets-là. Et donc ça, c'est plutôt encourageant parce que c'est vraiment les derniers mots que je voulais employer. Moi, je me souviens, j'étais éduqué avec un directeur de l'information dont je tairais les noms, qui me disait il faut éviter les 3 E. C'était l'éducation, c'était l'Europe et c'était l'environnement. Et ben aujourd'hui, on fait plus d'Europe, on fait plus d'éducation, on fait plus d'environnement. Donc voilà, et donc les mentalités changent et heureusement. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir joué le jeu de ces questions. Merci à vous, on fait une petite pause.